Aujourd'hui, si vous achetez une montre Lip, on va pas se mentir, vous ne l'achetez pas pour la complexité de son mouvement, son mécanisme. Non, vous l'achetez pour l'histoire. L'histoire d'une marque française, mythique, une histoire de salariés qui ont osé défier les lois de l'économie, et une histoire qui commence par la gloire, avant de s'écraser contre le mur de la crise du quartz. Accrochez-vous car on va plonger dans la saga de Lip, pour comprendre comment on est passé du sommet du monde à l'occupation d'une usine. Il faut remonter en 1867. On est à Besançon, dans le Doubs, la capitale de l'horlogerie française. Un certain Emmanuel Lippmann ouvre son atelier, petit atelier. Au début, c'est très modeste. Il fabrique juste des cadrans pour les autres. Mais l'entreprise grandit vite, très vite. Et en 1902, ils sont déjà 80 employés. Lip devient officiellement une société anonyme et commence à vendre des montres complètes. C'est la preuve que l'horlogerie française est en pleine ascension. Bon, il y a un passage sombre. La Seconde Guerre mondiale, faut pas l'oublier. L'entreprise est victime de l'arianisation et le père de celui qui va devenir le patron légendaire meurt en déportation. Ce n'est qu'en 1946 que Fred Lip reprend la direction pour écrire le chapitre le plus fou de la marque. Sous Fred Lip, on entre dans l'âge d'or. Le gars a une vision triple, innover, marketer et être socialement généreux. Je peux vous dire ce que je pense, puisque je suis PLF, je suis ancien élève. Tout est lamentable, les ateliers, les hommes, les dirigeants, les montres, les machines, tout ça c'est vieux. Quand vous voyez l'évolution dans les machines à écrire, dans l'électricité, pas encore d'électronique, dans les automobiles, tout ça, ça a évolué, ça a suivi l'industrie. C'est un métier de vieux con. Et je veux pas. Qu'est-ce que vous ferez? Je ferai la première usine française moderne. Et vous dites ça à 19 ans. J'ai dit oui et je réussirai. Faut avoir des couilles dans la vie pour réussir. Le mec est visionnaire. Il invente la montre électronique en 1952 avant tout le monde. Il paie super bien ses employés, ce qui, pour un patron des années 50, est aussi rare qu'un signal 4G dans la Creuse en fait. Et il fait de la pub de génie. Regardez l'innovation. En 1952, Lip sort la première montre électronique au monde, le calibre R27. C'est pas une montre à quartz, mais c'est l'ancêtre. Et ça vous place Lip au sommet de la technologie mondiale. Le marketing, c'est du génie. Lip sponsorise des événements, fait de la pub hyper efficace. Ils rendent la montre de précision accessible à monsieur et madame tout le monde. Tout le monde a une Lip. De Gaulle, Churchill, ton grand-père, qui en a sûrement une qui traîne dans le grenier ou dans un tiroir. À son apogée, c'est la 7e plus grosse boîte de montres du monde. Sauf que Fred, il a un point faible. Alors, qu'est-ce qui cloche ? Malgré cette gloire, ce marketing et cette générosité sociale, Lip perd son indépendance financière et le problème ce n'est pas la technologie, mais l'incapacité à devenir assez rentable pour supporter un tel modèle face à la concurrence mondiale. L'entreprise était un peu trop belle pour être vraie et la crise du quartz arrive. Et c'est ce qui nous amène à la grosse boulette. Alors, on a vu que Lip, c'était la classe à la française. Mais accrochez-vous bien, parce que là, on rentre dans la zone de turbulence. On va parler de ce qu'on appelle poliment une erreur stratégique, mais qu'on pourrait aussi appeler se tirer une balle dans le pied. Ok, flashback dans les années 60. Les ingénieurs de Lip ils sont tellement en avance qu'ils déposent une douzaine de brevets sur la technologie du quartz. Ouais. Et vous savez, ce truc qui fait fonctionner 90% des montres d'aujourd'hui, ils ont la technologie. Ils ont les brevets, ils sont les rois du pétrole. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Bah rien en fait, vraiment absolument rien du tout. Ils font que dalle. c'est ça le truc. C'est un peu comme si Steve Jobs avait inventé l'iPhone. Ok, super cool. L'avait regardé en disant, moi bof, on va rester sur le téléphone à cadran et c'est plus authentique en fait. Et l'avait rangé dans un tiroir. Pendant que Lip se la joue artisanat de luxe à l'ancienne, bah, le reste du monde, coucou les Japonais et les Suisses, se jette sur le quartz. Ils inondent la planète de montres précises, pas chères et modernes. Résultat, bah, Lip se retrouve avec des montres superbes, mais personne ne les achète. C'est pas qu'ils étaient nuls en technologie, c'est juste qu'ils étaient nuls en business. Le mec avait tout pour réussir. Et forcément, quand on vend moins, mais qu'on continue à vivre comme des princes, il y a quelque chose qui coince. Et Lip vit clairement au-dessus de ses moyens. Les caisses se vident plus vite qu'un frigo d'un lendemain de soirée, tu vois. Donc ça le fait pas du tout. En 1971, c'est la fin de la récré. Le patron historique Fred Lip doit faire ses cartons. C'est fini et devinez qui débarque pour sauver la boutique? Bah un groupe suisse ébauche SA. Alors spoiler, quand un énorme groupe étranger rachète une boîte qui perd de l'argent, la rationaliser, c'est rarement pour organiser des petits tournois de ping-pong. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est le langage corporate pour dire on va virer tout le monde. Ok, avril 1973, c'est le chaos total. Le nouveau PDG, Jacques Saint-Esprit, démissionne. En gros, le capitaine saute du navire avant même que l'iceberg ne soit touché. L'entreprise est en faillite, abandonnée par les investisseurs qui veulent juste démanteler l'usine en fait.
Et c'est là, dans ce vide intersidéral laissé par les patrons, dans une usine que tout le monde connaît, que tout le monde condamnait, que les ouvriers vont se dire « et si on le faisait nous-mêmes ?» Et boum, la légende est en marche. L'équipe dirigeante s'est barrée. Les actionnaires ont mis la clé sous la porte et l'usine est un navire à la dérive. Que se passe-t-il quand le patron n'est plus là? Eh bien les ouvriers, eux, sont toujours là. Tout commence par un classique de l'horreur économique. Un courrier annonçant un plan de licenciement massif, le genre de papier qui fait passer l'envie de remonter sa montre. C'est l'étincelle. Le 20 avril 1973, il crée un comité d'action. Et le 10 juin, c'est l'occupation de l'usine de Palanque. Voilà. Nous devons prendre nos dispositions pour que dès demain matin se remettent en route toutes les commissions et que la fabrication et la vente et bien sûr la paye dans 15 jours se fassent d'une façon normale. Les salariés refusent le mot grève. Ils parlent de... Alors, pourquoi ? Parce qu'une grève, c'est s'arrêter de travailler. Eux, ils voulaient faire tout le contraire. Leur objectif, c'est l'appropriation de l'outil de travail. Donc, récupérer l'usine. En gros, ils disent, vous voulez nous virer et jeter l'usine ? Ok, on la prend. On va voir qui en a vraiment besoin. Qui a besoin de qui ? C'est possible. On fabrique, on vend, on se paie. Et là, c'est le moment le plus dingue de l'histoire. La direction est partie, mais l'usine regorge de stocks de montres. Pour financer leur lutte, les ouvriers décident de passer à l'action. Direct. Ils s'emparent des montres en stock, et mieux encore, ils se remettent à produire de nouvelles montres. C'est la fameuse phrase « on fabrique, on vend, on se paie ». Imaginez la scène, des milliers de montres sont vendues, non pas par des commerciaux en costume, mais par les ouvriers eux-mêmes, tout simplement, lors de meetings géants à Besançon et partout en France. C'est un coup de génie en fait, tout simplement. Chaque montre vendue, c'est de l'argent qui rentre directement dans la caisse de lutte pour payer les ouvriers. Une preuve que l'usine peut tourner sans patron. Ce n'est plus juste une histoire de salaire, c'est une menace idéologique directe contre le capitalisme. C'est pour ça que la presse a paniqué et a appelé ça le mai 68 des travailleurs. En gros, si une usine peut fonctionner sans direction, pourquoi en aurait-on besoin d'ailleurs? C'est ça la vraie subversion de l'affaire Lip. Évidemment, une histoire pareille, ça fait le tour du monde. Lip devient une cause nationale et le point culminant, c'est la marche des 100 000 à Besançon en septembre 1973. 100 000 personnes, des étudiants, des ouvriers, des intellectuels, des anonymes, une vague humaine qui vient soutenir les salariés de Lip. C'est grâce à cette solidarité massive que les ouvriers ont pu continuer à se battre et à vendre leurs montres partout. L'affaire Lip est désormais un phénomène politique, médiatique et populaire. Mais la question est, est-ce que cette mobilisation, ce courage et ce modèle d'autogestion improvisé vont vraiment sauver les emplois et la marque? Ou est-ce que l'État et le capital vont reprendre la main? L'affaire Lip, c'est l'histoire d'une entreprise sauvée par ses ouvriers, un modèle de l'autogestion. Ça, c'est la version officielle qu'on entend souvent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les actes des ouvriers, fabriquer, vendre, se payer, étaient dans les faits de l'autogestion pure et dure. Ils géraient leurs trucs tout seuls, sans patron. Mais le mot d'ordre, autogestion, a été surtout mis en avant par les partis politiques, notamment la CFDT et le PSU. Pour ces partis, c'était un cheval de bataille génial. Ils prenaient une action super subversive, jugée illégale par le gouvernement, genre séquestrer les cadres, juste comme ça, et ils la transformaient en « regardez, ce sont des bons gestionnaires, ils sauvent leur boîte, ils ne sont pas des anarchistes, juste des bourgeois soucieux du bien-être de leur entreprise ». En gros, le mythe autogestionnaire a servi à rendre la révolte des ouvriers acceptable pour le grand public. On a mis un joli papier cadeau politique sur une lutte qui était à la base bien plus brute et radicale. Ils avaient un objectif simple, sauver leurs emplois et assurer leur paix. C'était une question de survie en fait, tout simplement, dans un contexte économique qui commençait déjà à sentir le roussi. L'expérience Lip a été forcée par le vide laissé par le capitalisme en faillite. Le capitalisme était déjà parti. Les ouvriers ont juste inventé une solution pour continuer à vivre. L'affaire Lip, c'est donc une tension magnifique entre, d'un côté, l'incroyable créativité subversive des salariés pour survivre, et de l'autre, la réappropriation idéologique de cette lutte par les politiques. C'était un coup de génie économique, mais qui, une fois emballé, dans le mirage autogestionnaire, risquait de faire oublier ce pourquoi ils se battaient vraiment. Alors, l'affaire Lip, c'était le test ultime. Et l'État, il n'aimait pas du tout le résultat. Imaginez la panique du CNPF, le patronat français de l'époque, dirigé par François Sérac. Voir des ouvriers réussir à gérer une usine, c'était le scénario catastrophe. Leur peur, la contagion, que chaque usine en crise se dise « si Lip peut le faire, pourquoi pas nous ?» La ligne politique est donc ultra ferme. On attribue cette phrase terrible au ministre des Finances,
Un certain Valéry Giscard d'Estaing, il faut tuer LIP. Pourquoi ? Parce que pour le gouvernement, le succès de l'autogestion ouvrière était un symbole intolérable. Ça remettait en cause l'ordre managérial et les lois de l'économie. L'État ne pouvait pas laisser ça. Le Premier ministre, Pierre Messmer, déclare même « LIP, c'est fini ». J'espère que la voix du bon sens se fera enfin entendre. Il est évident que si le personnel de LIP se refusait à faire marcher LIP, un jour ou l'autre, et sans doute un jour qui ne serait pas très lointain, LIP mourrait de sa belle mort, et LIP aurait été condamné à la fois par ses anciens dirigeants et par ses actuels ouvriers. Et pour marquer le coup, le 15 août 1973, c'est la fin de l'occupation. Les CRS interviennent et délogent les salariés. À Besançon, la surprise a été totale. Les forces de l'ordre ont investi l'entreprise et fait évacuer la cinquantaine d'ouvriers qui s'y trouvent. 6 heures du matin, une trentaine de cars de garde mobile prenaient position ce matin devant l'usine Lim de Palande et bloquaient toutes les issues. Mais l'affaire était trop grosse, trop populaire. Après la marche des 100 000, le gouvernement est forcé de trouver une solution de façade. On trouve un repreneur, Claude Neuschwander, un type plus progressiste et l'usine rouvre. En 1974, la majorité des salariés retrouvent leur poste. C'est une victoire temporaire incroyable. Sauf qu'en mai 1974, changement de président. Président, Valéry Giscard d'Estaing. Il est élu. Et Jacques Chirac devient le Premier ministre. Et là, c'est le carnage total. Le robinet des aides sous coupe. Les banques refusent de prêter. Même les entreprises se retirent. Comme l'a dit l'ex-ministre Charbonnel, Chirac a tué LIP une deuxième fois. Privé d'argent et de soutien politique, la reprise Neuschwander s'effondre en 1976. Le second dépôt de bilan relance la lutte. En 1977, la compagnie est liquidée. L'usine historique est démantelée, mais l'esprit, lui, persiste. L'héritage de LIP, ce sont les SCOP, les coopératives ouvrières de production, qui reprennent le relais. En gros, les ouvriers sont devenus leurs propres patrons, légalement de foi. C'était le rêve réalisé de l'autogestion. Mais la réalité économique est dure. Sans l'accès au réseau et au capital traditionnel, et dans un contexte de désindustrialisation qui s'accélère, ces coopératives ont fermé une à une durant les années 80. La lutte de LIP n'a donc pas réussi à empêcher le démantèlement industriel. Mais son héritage est immense. Elle a prouvé, ne serait-ce que pour un temps, que les ouvriers pouvaient se passer de patrons et inventer une alternative au système. L'affaire LIP, c'est l'histoire d'un échec économique forcé, mais d'une victoire idéologique et humaine retentissante. Alors, si on fait un bilan vite fait, l'autogestion n'a pas sauvé l'usine intégrée. Et les SCOP ont fini par fermer. C'est un échec industriel, on ne va pas se mentir. Mais pour autant, la lutte n'a pas servi à rien. Premièrement, la bataille de LIP a laissé des traces dans la loi. Elle a notamment joué un rôle sur l'amélioration de l'indemnisation des chômeurs, portée à 90% du salaire à l'époque. Et surtout, elle a créé une priorité pour les salariés dans l'indemnisation en cas de faillite. Deuxièmement, LIP est devenu un symbole de résistance. C'est l'exemple type où les gens se disent « Ok, on peut dire non au grand patronat et à l'État » pour inventer autre chose. Ça, c'est gravé dans la mémoire collective. Mais la marque, elle, qu'est-ce qu'elle devient ? Après toutes les liquidations, les rachats successifs, LIP a persisté comme un fantôme. Et elle a survécu en vendant ce qu'elle savait faire le mieux. Des rééditions de ses modèles iconiques, tout simplement. Et tenez-vous bien, en 2014, c'est le grand retour aux sources. La société des montres byzantines rachète la marque et la ramène là où tout a commencé, à Besançon dans le Doubs. Attention, le modèle a changé. Ils ne sont plus une manufacture intégrée comme en 73. Ils se définissent désormais comme un termineur. Ils assemblent et développent localement. C'est la réalité de l'industrie horlogère moderne. Il y reste très peu de manufactures réelles. Mais ce qui est assez fou, en fait, c'est que si la marque a réussi à survivre et à revenir dans sa région d'origine, ce n'est pas seulement grâce à ses beaux modèles. Non, c'est parce qu'elle est devenue le symbole de l'horlogerie française, qui refuse de mourir, et l'incarnation d'une histoire de résistants. L'affaire LIP, finalement, c'est un miroir. Elle nous montre la fragilité du modèle français d'après-guerre face à la concurrence mondiale du quartz. Elle a révélé la dureté du capitalisme et la détermination d'un État à réaffirmer son autorité. Mais surtout, elle a prouvé le courage et la créativité d'une classe ouvrière qui, même au bord du précipice, a trouvé la force de dire non. Nous ne sommes pas jetables. Nous sommes capables de faire tourner l'économie sans. Un échec industriel, certes, mais une victoire mémorielle et sociale indéniable. C'est pour ça que plus de 50 ans après, cette histoire continue de nous passionner. Et donc c'est pour ça qu'on n'achète pas une LIP pour son mécanisme, mais on l'achète pour son histoire.